sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue, donc sur Ravelry et Instagram. J'ai maintenant aussi un site web officiel, donc tricotmeringue.com. Donc j'y vends mes patrons. On y retrouve mes tutoriels. Il y a également un infolettre. Donc tout se retrouve sur mon site web. Donc aujourd'hui, je suis cosy dans mon lit avec mon beau lipstick sweater est récemment disponible sur Ravelry et sur mon site web. Il avait apparu en fait dans le magazine Fibre de l'automne 2024 et il est maintenant disponible sur mes plateformes à moi, donc si vous voulez l'acheter en patron individuel. Donc je me suis mis en rouge pour vous pour la Saint-Valentin. Donc juste pour vous expliquer un petit peu, ce chandail, c'est vraiment une construction avec des augmentations au niveau de l'épaule ici, un peu de type épaule marteau, mais on est vraiment très large ici au niveau des augmentations. On a des manches avec très peu d'aisance, mais on a des augmentations quand on arrive au niveau du coude et on termine avec des manches quand même assez longues, mais on a une petite fente ici à l'intérieur, ce qui fait que le mouvement est très facile quand même. Une petite bordure I-cord pour finir ici. Et on a le bas avec des petites fentes ici et un rebord replié. Et on a évidemment la petite encolure qui fait que c'est extra cosy et chic. Donc un petit mock neck en jersey. Et vous cosy parce qu'aujourd'hui c'est un petit épisode spécial. C'est un Q&A et en français on dit un question-réponse. Donc je réponds à vos questions que j'ai eues sur Instagram et sur YouTube. Donc je vais répondre à vos questions. Et c'est ça, je réponds à vos questions. Je vais tricoter mon petit projet en répondant à vos questions. Et pourquoi j'avais envie de faire un question-réponse, en fait, c'est surtout que j'ai maintenant atteint 5000 abonnés sur YouTube et 3000 abonnés sur Instagram. Donc, j'ai quand même pas mal de nouveaux abonnés. Donc, j'avais envie de vous parler un petit peu... Ben, en fait, j'avais envie de répondre à vos questions. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je finis par démêler ma laine. OK. Donc, je vais commencer par les questions sur Instagram. Première question, et puis cette question-là revenait quand même souvent. Combien d'heures je tricote par jour? Donc, en fait, c'est dur à quantifier et à être super exact avec le nombre de temps finalement que je tricote. Mais je travaille à temps plein toute la semaine. Et je tricote seulement lorsque je suis tranquille chez moi à la maison. Je tricote pas au travail. Je n'ai pas un travail qui me permet de tricoter parce que je suis très débordée au travail. Donc je dirais que je tricote en moyenne de 1 heure à 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'en fait je tricote après le souper. Une fois que tout est fait, que ma fille est couchée. Et techniquement, ma fille se couche vers 7h30, mais ne s'endort pas avant comme 9h30. Parfois même plus tard. Donc souvent c'est un peu du on and off, du temps d'arrêt de tricot dans la soirée, parce que bon, un verre d'eau vient m'abriguer, etc., etc. Mais je dirais que je tricote principalement le soir, entre 8h, 8h30 jusqu'à l'heure de mon dodo, 10h. Vers 10h, 10h30, je commence à reposer mes aiguilles. Je vais prendre ma douche et je vais me coucher. Donc ça ressemble un petit peu à ça. C'est mon petit moment tranquille une fois que le souper et la routine de dodo est terminée. Pour ce qui est de la fin de semaine, c'est très variable. Je peux avoir des week-ends où est-ce que je tricote presque toute la journée parce qu'on est tranquille à la maison, que ma fille joue et que, bon, tu vas pas faire les repas et faire quelques activités. C'est très très tranquille, surtout dans les mois de l'hiver. Par contre, c'est sûr que l'été et le printemps et bon l'automne, quand on fait plus d'activités,
Je tricote presque pas le week-end. Donc c'est vraiment très variable. Ensuite aussi, j'avais souvent cette question-là si j'étais autodidacte en design. Oui, en fait, 100% parce que je suis aussi autodidacte en tricot. Donc, je n'ai jamais pris de cours. Donc, je me fie en fait aux mesures données sur les standards pour ce qui est des mesures et je fais des calculs. Et mon expérience aussi personnelle à travers le monde du tricot pour avoir tricoté plusieurs projets. Évidemment que je ne suis pas, comment dire, la pro qui a fait 10 ans en fashion et qui a construit des chandails en haute couture et qui se met à faire du tricot indépendant, des choses comme ça. C'est pas mon parcours. C'est vraiment un parcours, oui, autodidacte en termes de tricot et de design. Donc c'est sûr qu'au début, j'ai quand même trouvé ça difficile pour ce qui est de l'écriture des patrons, donc pour apprendre vraiment comment écrire un patron, comment faire une syntaxe pour que ce soit un petit peu plus facile à lire pour tout le monde. Mais les retours que j'ai en ce moment, c'est que mes patrons sont vraiment très clairs, donc ça doit être correct au niveau de la lecture. Et si je me fie à ce qui se fait sur le marché, je pense que j'offre quand même une très belle qualité de patron. Et comme je dis pour les mesures, ben, c'est simplement une question de calcul et de ratio et c'est ça, de beaucoup de calculs finalement. Et évidemment que tous les patrons sont testés et tout. Donc. Ensuite, j'avais quand même beaucoup de petites questions personnelles. Je vais y aller une à une. Donc, comment ta fille perçoit ton rapport au tricot? Donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une fille de 4 ans, donc qui s'appelle Léla, d'où le nom d'un de mes chandails. Et en fait, Léla perçoit mon rapport au tricot, comment dire? Je sais pas trop comment répondre à cette question-là parce que je suis pas dans sa tête. Par contre, je sais qu'elle elle veut m'imiter beaucoup. Donc, elle a comme l'envie d'explorer aussi les aiguilles et le tricot. Donc, puis même le filage, quand je file, elle me dit « Oh, wow, c'est beau, maman! Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je peux le faire? » Et puis, le filage, ça l'attire vraiment beaucoup. Je dirais même plus que le tricot. Et des fois, je la mets sur moi et je file avec elle sur mes cuisses finalement. C'est sûr qu'elle n'est pas assez vieille pour vraiment filer elle-même, mais ça l'intéresse beaucoup. Pour ce qui est du tricot, en fait, je pense que depuis qu'elle est née, je tricote tout le temps. Donc, pour elle, ça doit être juste naturel, en fait. Ça doit juste être naturel que les mamans tricotent. Je sais pas comment dire ça, mais je pense pas qu'elle se rende compte que c'est pas le standard, en fait, que c'est pas la moyenne des gens qui tricotent. Parce que je tricote tout le temps, puis j'ai l'impression que pour elle, c'est juste normal. Mais oui, quand c'est des couleurs de laine qui l'attirent, comment est-ce que ça va être pour moi? Mais il faudrait que je tricote pas pour ma fille, pas encore, parce que ma fille, tu sais, ça lui pique. Tu sais, la laine est pas... Elle trouve la couleur belle, mais je lui ai déjà tricoté un chandail, puis tu sais, elle le met pas vraiment, là, ça lui pique, puis ma fille, elle a tout le temps chaud. Comme il va faire moins 20 dehors, puis elle va être en camisole en dedans, puis elle va avoir chaud. C'est c'est ça, une bouilloire. Une bouillotte, plutôt. Donc, voilà. Ensuite, comment arrives-tu à mêler vie de famille, travail et design? Donc, je sais pas. La réponse, c'est que je sais pas. J'ai l'impression que je me cours tout le temps. En toute honnêteté, je veux pas dire que j'ai une vie hyper folle, là, mais j'ai pas non plus une vie tranquille. Ben, tranquille dans le sens où est-ce qu'on est très, très, très casanier. Et que oui, on reste à la maison, on est tranquille et tout. Mais j'ai toujours un projet. J'ai toujours quelque chose que je fais, quelque chose en tête. Puis mon conjoint est pareil. Mon conjoint est musicien. Si jamais vous ne le saviez pas. Donc,
lui, c'est très différent, en fait. Donc, puis, il n'est pas musicien de métier, là, en passant. C'est juste sa passion, quoi, qui a essayé à Toronto pendant plusieurs années que ça en soit son métier. Mais à l'époque, il était plutôt guitariste dans un groupe de métal. Mais enfin, bref. Mon conjoint a fait de la guitare pendant plus de 20 ans. Et là, récemment, il s'est mis au piano. Donc, il est très parti sur Chopin, Rachmaninov et tout ça. Donc, tout ce qui est romantique et néo-romantique au niveau de la musique. Et lui aussi, il est toujours sur un projet, en fait, de piano. Donc, je tricote souvent avec mon conjoint qui joue du piano. Donc, ma fille est comme un petit peu dans cet univers casanière de création et de créativité. Donc, je pense pas pour elle, ça la dérange qu'on tricote parce qu'elle-même, elle est plutôt casanière. Ma fille n'aime pas tant sortir. Elle aime beaucoup faire des casse-têtes, faire du bricolage, dessiner. C'est ça, jouer avec ses poupées. Donc, c'est un petit peu comme ça que je mêle ma passion, en fait, parce que ma fille, elle est déjà très autonome pour 4 ans et ça me permet un petit peu de tricoter. Pour ce qui est du travail, ben là, c'est certain que je travaille à temps plein. Hein? Salaire oblige. Ce n'est pas encore avec le design que je peux me permettre de m'acheter de l'épicerie. Donc, c'est vraiment... je travaille à temps plein. Donc, je dirais que pour ce qui est vraiment par rapport au design et mon travail, c'est que souvent, quand j'ai une petite pause au travail, en fait, je travaille sur mes designs. Donc, c'est pour ça que je dis un petit peu que je suis comme une poule pas de tête qui arrête jamais. Donc, c'est-à-dire que je vais, disons, tricoter dans mes temps libres quand je suis tranquille à la maison. Mais je vais tout écrire les patrons, en fait, et faire mes calculs dans mes petits moments de repos, dans mes heures de dîner, dans mes petits 15 minutes de pause. C'est ce que je vais faire. Donc, ils répondent aussi au courriel et tout. Moi, ce qui me fatigue le plus, en toute honnêteté, dans tout ce qui est relatif à designer des tricots, c'est la gestion des réseaux sociaux. Tout ce qui est marketing, gestion des réseaux, ça, c'est vraiment ce qui m'épuise là, le plus. Et malheureusement, on ne peut pas vraiment arrêter parce que sinon l'algorithme s'en va en chute. Et en toute honnêteté, quand même, en ce moment, mon algorithme est hyper pourri là, sur Instagram. Je comprends pas. Je comprends pas quoi faire, comment. C'est comme le mystique de la vie. Genre, l'algorithme, c'est comme Dieu. C'est comme ça existe. On pense, mais on sait pas comment ça marche. Oui, c'est ça. Ensuite, le patron que tu as préféré designer. Préféré designer? Honnêtement, je sais pas. Il y en a comme pas un qui me fait « Oh wow, lui, il était tellement le fun à écrire. » Je sais pas, j'ai tout aimé les écrire. À tricoter... Mais en fait, je vais plutôt dire une réponse vague du genre « Plus j'en écris, plus c'est facile. » Donc, j'ai pas nécessairement une préférence, mais plus que j'en écris, plus qu'on dirait que t'as des repères, t'as un fond aussi d'écrit et ça devient plus facile et plus plaisant. Donc j'imagine que à chaque fois mon nouveau est plus plaisant à écrire. Je vais dire par contre que j'aime beaucoup faire j'aime quand même ça faire de la texture, des affaires, des trucs comme ça, mais je ne pense pas écrire un patron à la Farine Nordlund parce que je n'aime vraiment pas me casser la tête avec les chiffres et les chartes et tout. Je préfère vraiment écrire des patrons qui sont plutôt en jersey ou une petite texture simple pour mon petit cerveau de poule peut-être. Parce que en toute honnêteté, si je faisais ça à temps plein peut-être, mais ça prend tellement de concentration, là, écrire un patron qui est 100% grosse charte de texture et tout. Là. Donc ça, je dirais que ouais, dès que c'est de la du gros motif et de la grosse charte, ça, je dirais que c'est dans mes moins préférés. Mais après ça, puis c'est sûr que tout ce qui est construction drop shoulder, évidemment, c'est ma construction préférée, mais ça, j'aime beaucoup écrire ces genres de patrons-là. J'aime ça, je le comprends. C'est pas que je comprends pas les autres, mais pour moi, c'est plus visuel encore. Puis je dirais que les raglans, c'est ce que j'aime le moins écrire parce que je suis un peu
confuse comme des fois avec le début de raglan. Faut beaucoup que je me le dessine. Ou je le note vraiment en tricotant quand je l'ai devant moi. Là, mais c'est comme quelque chose que j'ai plus de difficulté à visualiser une fois que c'est comme terminé. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux tricoter depuis longtemps mais t'hésites? Bonne question. Que j'hésite, non. Quelque chose que je veux tricoter depuis longtemps, en fait, c'est un cardigan avec plein de brins de mohair mélangés, un peu un look, là, plein de couleurs de restant de mohair. J'ai juste comme jamais le temps, on dirait, de m'attaquer à ce projet-là et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait au moins 2 ans, j'y pense. Je pense que cette année, ça va être la bonne année. La bonne année, je vais faire ça. Sinon, évidemment qu'un jour, peut-être, j'aimerais un chandail à la Mary Warlin qui serait très effet Shetland. Et peut-être que je me tricoterais pour aller au Shetland parce que c'est un de mes rêves d'aller dans le nord de l'Écosse, dans les petites îles. Mais enfin bref, ce sera pas demain matin. Et en toute honnêteté, je trouve ça vraiment beau, mais c'est pas tant mon style. Vraiment pas. Et je trouve que les patrons de Mary Warlin, au visuel, j'en ai jamais essayé, là, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas si confortables que ça. T'sais, le fit n'a pas l'air à mon œil à moi, à ma préférence, on va dire. Parce que moi, j'aime pas les chandails trop serrés sur le corps. Puis je trouve que ces chandails ont l'air super toujours serrés, très peu d'aisance positive, ou du moins, je sais pas, la construction s'est faite. Ou le fait que c'est peut-être jacquard, je sais pas. Je sais pas. Fait que j'aimerais ça, mais la plupart de ces patrons m'attirent moins à cause du look d'aisance, là. Sauf que je pense que ça s'appelle le Yell ou le Well ou Yell. Je pense que c'est un grec. Lui, il m'attire beaucoup. C'est comme un cardigan avec vraiment du jacquard tout le long, mais il est vraiment beau. C'est comme un cardigan un peu ouvert. Puis ça, je pense que ça serait déjà un petit peu plus mon style. Ensuite, quel projet tricot vous aimeriez faire? Bon, j'ai un petit peu répondu. Mais j'ai toujours des nouvelles idées, en fait. Donc, vous faire la liste de ce qui se passe dans ma tête, là, ça serait long. Combien de temps tu consacres au design tricot et à tricoter filet par semaine? Bon, ça répond un petit peu à ce que j'ai dit tantôt au niveau du tricot. Pour ce qui est du filage, en fait, des fois, je pars comme dans un esprit, j'ai vraiment envie de hyper beaucoup filer, puis là, je me mets à comme filer comme toute la semaine, puis après ça, j'arrête un peu, après ça, je me remets. J'ai arrêté aussi comme plusieurs mois là, dans le filage. Là. C'est pas quelque chose qui est super constant dans ma vie. C'est vraiment comme... Puis souvent, j'ai plus envie au creux de l'hiver de filer. J'ai moins envie de l'été et comme le printemps. Mais quand je file, je dois filer à peu près maximum 1 heure par jour. Et plus souvent, ça va être un petit 30 minutes sur mon heure de dîner. Quelque chose comme ça. Ensuite... depuis quand et comment avez-vous commencé à tricoter? Ok, donc j'ai commencé à tricoter en 2019. 2019 officiellement. Ce que je dis par officiellement, c'est qu'en 2019, j'ai appris à tricoter une maille endroit. Et j'ai tricoté du point mousse à l'infini pour faire un foulard. Et ensuite, une couverture de bébé. La chose la plus longue à vie. Heureusement, ça ne m'a pas démotivé du tricot. Et ensuite, j'ai lâché. J'ai lâché parce qu'en fait, j'étais enceinte et à un certain moment, j'étais grosse comme ça. Puis bon. Et ensuite, ben, bébé naissant, on a acheté notre maison en 2019 justement pour déménager. Non, en 2020, début 2020, en janvier. Et on a déménagé en juin 2020. J'ai accouché en mai 2020. Donc, c'est ça. J'étais avec la vie, là, avec un bébé naissant, un déménagement et des travaux. Donc, j'ai recommencé vraiment à tricoter à l'hiver. En fait, proche du temps des fêtes. Je serais fin de l'automne 2020. Donc, ouais, fin de l'automne. Donc, presque 2021. Et là, j'ai commencé à tricoter une paire de chaussettes.
Donc, j'ai appris à tricoter vraiment plus à partir d'un patron, d'un tutoriel qui m'a vraiment appris. Puis là, j'ai appris plein de techniques. Et puis là, à partir de là, ça a comme débouché quelque chose. J'ai comme découvert qu'on pouvait suivre des patrons et que ça donnait quelque chose d'intéressant. Parce qu'avant ça, c'était comme du « Ah, je pourrais essayer ça. » En fait, moi, je suis comme tombée dans le monde du tricot sans aide. J'ai même pas écouté tant que ça des vidéos au début. C'était vraiment... J'essayais des points, j'essayais des affaires. Ça marchait pas trop. Puis, tu sais, ça donnait pas quelque chose de vraiment concret. Mais j'ai vraiment commencé par essayer. Puis je pense que ça l'a un peu démocratisé mon tricot. Dans le sens où j'avais pas tellement peur de faire des erreurs. Parce que je les avais déjà tout fait. Et j'avais pas peur non plus de détricoter, de refaire, de perdre une maille. Parce que j'avais déjà tout fait ça. Donc, et j'ai commencé avec des laines d'acrylique, là, tu sais, peu dispendieuses et tout. Donc, si vous avez jamais tricoté, moi, je pense que ça serait une bonne façon de démarrer. Juste d'y aller avec de la laine peu chère, sur des points, juste expérimenter, bref. Et depuis quand? Donc depuis quand ça répond et comment? Ben pourquoi en fait? Ben c'est ça en fait, c'est ma belle-sœur qui m'a montré le tricot, qui m'a montré comment tricoter. Donc comme je dis le point en droit, là, monter des mailles, point en droit. Puis je pense qu'elle m'avait même pas montré comment rabattre les mailles. Donc, et finalement, j'ai comme juste enlevé l'aiguille, puis là ça se défaisait tout, puis j'étais comme oh! il faut faire quelque chose, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est elle qui m'a juste comme montré ça, mais après ça, j'ai été autodidacte, comme je dis, par rapport à mon tricot sur YouTube et les patrons. Ok. Lors des visites de boutiques de laine à l'étranger ou festival, j'imagine que la question c'est est-ce que tu achètes des quantités chandail ou coup de cœur? Principalement des quantités chandail, puis la raison est que je tricote presque juste des chandails. Donc, évidemment que pour moi, d'avoir juste un écheveau de quelque chose, c'est peu intéressant. Je sais pas ce que je ferais vraiment avec ça. Mais soit quand je m'en vais dans des festivals, j'ai souvent une petite idée de ce que j'aimerais ou ce qui me plaît, ou bon, oh, je préfère un chandail printemps, ça me prendrait peut-être tel type de laine. Donc, c'est rare que j'y vais, puis je fais juste acheter n'importe quoi. Puis, coup de cœur, oui. Je pense que les coups de cœur que je me laisserais vraiment plus aller, ça serait de la fibre. Parce que maintenant que j'aime filer, c'est vraiment le genre de... Ouais, le genre de truc coup de cœur que je pourrais acheter parce que, tu sais, pour moi, je suis pas tant rendue encore à acheter la quantité de chandail de fibres. Peut-être un jour, mais pas là. Et puis, ben ça se file bien, un petit 100 grammes, une petite fibre, une petite tresse de laine. Fait que, ben une petite tresse de fibre. Fait que ouais, je pense que je serais plus coup de cœur fibre que un écheveau coup de cœur en fait. Voilà. Tu aimes la lecture? As-tu aussi des livres de tricot? Oui, j'en ai. Et je me rappelais d'avoir vu cette question-là. Donc, j'ai sorti mes... Ouais, non, en fait, je les ai pas toutes. Mais oui, j'ai des livres de tricot. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table de chevet qui me sert plus souvent. Donc, j'ai le 250 Japanese Knitting Stitches. Et ça, c'est carrément des charpes avec des ponts. En toute honnêteté, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que bon, la dentelle, c'est pas ce que je préfère le plus. Je trouve ça un peu casse-tête et j'aime pas toujours le rendu, mais il y a vraiment des belles dentelles. Par contre, dans ce livre comme ceci, c'est vraiment magnifique. Mais des fois, ça m'inspire. Ça m'inspire, puis je me dis qu'un jour, peut-être, je ferai un chandail tout en dentelle. Fait que ça c'est juste l'inspiration, en fait. Donc ça, j'aime pour ça. Ensuite, j'ai le fameux Knitting Vogue. Et ça, encore une fois, c'est tout plein de points. Donc vraiment tout plein de points, autant dentelle, jacquard,
des sortes de points, des torsades. Donc justement pour des torsades, moi je trouve que c'est vraiment comme une petite bible. Parce que des fois, bon, on sait pas trop qu'est-ce que ça donnerait comme rendu si on essayait ça. Donc là, ben, on a comme une petite base, puis on peut se partir de ça pour comme essayer de créer quelque chose. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir comme petite bible. J'ai aussi vraiment dans mes livres là, physique, tricot. En fait, je vais aller vous les chercher. Je vais vous montrer le dernier, puis je vais vous les chercher. Les autres sont dans ma bibliothèque. Mais je voulais vous montrer ce petit livre. Et ce petit livre est en japonais. Et c'est A Dictionary of Color Combination. Et c'est écrit en japonais. Donc là, ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est en fait comment dire, un fabricant, c'est pas un fabricant, mais une personne qui fabriquait des kimonos. Okay? Et c'est un livre sur des agencements de couleurs un peu particulières, donc sur lesquels on pourrait comme moins s'y attendre, mais qui donnent vraiment des beaux résultats. Donc, il y a des mélanges de 2 couleurs, il y a des mélanges de 3 couleurs, 4 couleurs, et des couleurs ton sur ton, comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, je suis assez bonne avec les couleurs, là, étant designer d'intérieur de profession. Mais des fois, c'est le fun d'avoir de l'inspiration nouvelle, puis de faire comme « Oh, tiens, j'aurais pas mélangé ces couleurs-là, mais tu sais, c'est beau. » Donc, ça peut donner un petit peu de l'inspiration pour des rayures, pour des mix de couleurs, puis regardez comme c'est beau. Et pour du jacquard même. C'est vraiment une petite source d'inspiration, vraiment le fun. Je suis allée chercher les autres livres. Donc, 2 autres livres que je voulais vous parler, c'est premièrement celui-là. Ça, c'est ma maman qui me l'avait acheté à Noël. C'est The Vintage Shetland Project. Et il y a des patrons. Les images sont super belles. Et puis, justement, c'est juste que j'aime beaucoup les Shetland. Et ça, ce que je trouve super intéressant de ce livre-là, en fait, c'est que c'est tiré d'une collection de tricots traditionnels dans les Shetland. En fait, c'est tiré du musée, d'un musée de textile que j'aimerais d'ailleurs aller visiter. Et dans le fond, il y a une, je sais pas si c'est une équipe ou une personne, mais qui s'est attardée finalement à ces modèles-là et qui les ont écrits et qui les ont mis modernes, on va dire, en termes d'écriture. Donc ça, c'est justement là les archives. Là. Donc ils ont mesuré, qui ont pris les chartes, qui ont finalement modernisé en patron tous ces vieux projets de Shetland des années, je dirais, des années 20 à années 50 à 60 environ, là. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment vintage, là. C'est pas nécessairement un style que je porterais nécessairement aujourd'hui, mais un jour, j'aimerais m'en faire comme celui-là, là. C'est beau. En fait, je pourrais peut-être m'acheter de la laine. Aller au Shetland pour m'acheter de la laine. Puis me faire le projet. Tu sais? Ce serait un projet de vie quand même. Mais c'est vraiment tous des morceaux. Regardez les petites épaulettes. Fait que c'est juste un livre vraiment intéressant. C'est pas un livre nécessairement que je suis comme, oh, je vais tricoter tous les modèles. Mais c'est juste pour la vibe rétro. OK. Et le dernier livre que j'ai dans ma bibliothèque que je vous conseille, c'est The Fleece and Fiber.
Sourcebook. Donc ça, ce livre, en fait, vous donne toutes les races de moutons. Donc, on parle vraiment du Merlot connu, mais en fait, il y a presque toutes les races qui existent, là. Je peux pas vous dire s'il y a toutes les races, possiblement que non, mais il y en a beaucoup. Et là, on a, je vais vous chercher, bon, il y a beaucoup d'informations, mais bon, ok. Disons qu'on voudrait de l'information sur... Tiens, on va prendre lui. Sur les Dartmoor, Greyface and Whiteface. Donc, sur ça ici. Ben là, à ce moment-là, on a toutes les caractéristiques de l'animal. On a sa provenance, on a la longueur de la fibre, son nombre de microns, qui veut dire si la fibre est douce ou non, sur ses caractéristiques, sa couleur naturelle, sur dans quel type de projet ça peut être une bonne laine. Puis on a des exemples ici de fibres et de filage. Donc, c'est vraiment intéressant quand on file de la laine, ou même quand on est juste curieux finalement avec le type de fibre, puis de savoir un peu finalement quel type de fibre serait bonne pour tel type de projet, quelle fibre donnerait un beau look pour des torsades, ou serait douce, ou serait plus rustique. Fait que c'est vraiment le genre de livre là qui est super de base, là, je dirais, pour commencer à filer, juste pour en connaître plus sur la fibre. Donc, c'était mes livres. Ensuite, j'ai la question, quel métier vous vouliez faire quand vous étiez petite? En toute honnêteté, je ne le sais pas. J'ai aucun souvenir de m'être posé la question sur mon métier plus tard. Je sais que quand j'étais petite, je dessinais des plans de maison avec les plans de... En fait, mon père est plombier et mon père faisait des plans de maison, avait des plans de maison à la maison parce qu'il était plombier, puis il fallait qu'il prévoie la plomberie, la tuyauterie, tout ça, il était entrepreneur. Donc, souvent, je volais ces plans de maison et je les retraçais et je m'amusais à placer les meubles sur les plans. Ou à retracer les plans, à faire comme mon papa dans le fond. Donc, ouais, je pense que je suis designer de métier, donc je pense quand même que depuis que je suis petite, j'ai eu cette fibre-là. Mais de me dire, oh, je vais être designer plus tard, non, pas vraiment, je pense que ça m'est plus tombé dessus. Je pense que j'ai toujours été attirée par la créativité et tout ce qui était relié aux arts et tout ça. Mais les sciences aussi m'attiraient. J'aurais pu aussi aller vers un domaine plus scientifique parce que vraiment j'étais très bonne à l'école en tout ce qui était les sciences physiques, la physique et la chimie finalement. J'aimais vraiment ça. Je suis allée plutôt vers un domaine plus créatif, mais ça aurait très bien pu aussi que je finisse dans un laboratoire en étant chimiste ou... peu importe, là, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait quand même. Ensuite, aurais-tu des suggestions de livres pour apprendre à créer des modèles au tricot? À part le livre que je vous ai montré, je ne sais pas s'il y a vraiment des livres, mais je pense, comme là j'ai Knitting Vogue, Stitch Dictionary, mais je pense qu'il y a vraiment le Knitting Vogue pour apprendre à faire des modèles et tout, mais je l'ai pas. Je l'ai pas ce livre-là. Je pense que ça peut être un bon point de départ, mais je pense que la base pour vraiment faire ces modèles, c'est de prendre beaucoup de mesures et de faire beaucoup de calculs et d'essayer beaucoup au fur et à mesure de connaître sa physionomie et de connaître ses ratios. Parce que c'est vraiment ça, en fait, là, le design. Ou prenez un chandail que vous aimez et mesurez tout. Et faites vos petits calculs et essayez de le reproduire. Je pense que ça peut être une bonne base sans dire qu'on part d'un livre. Mais je pense que The Knitting Vogue, pas le Stitch Dictionary, mais vraiment le Knitting Vogue, je pense qu'il y a vraiment comme une base pour apprendre à faire ses propres modèles, si je ne me trompe pas. Ensuite,
Quel est le processus pour l'écriture d'un patron? Avant, pendant, après le projet fini. C'est un long processus, les amis. Un long processus. Premièrement, évidemment, qu'on tricote le modèle. Donc, vous savez combien de temps que ça vous prend à tricoter un projet? Eh bien, mettez un 20% de plus. Parce que, même 25%. Parce que quand on fait un modèle, on détricote quand même beaucoup. On recommence des choses. On prend énormément de notes et de calculs au fur et à mesure. Et ça, c'est... Et parfois même qu'on va tout écrire le modèle avant de le tricoter. Donc, ça va être un long processus de calcul et de mesure. Moi, ça dépend. Je fais les deux. Des fois, je vais vraiment écrire le modèle au complet. Je faisais beaucoup ça aussi quand j'étais au début de mon design, de ma carrière de designer. Parce que je voulais que ce soit comme tout déjà sur papier, les chiffres et tout. Maintenant, on dirait que j'ai plus un tricot intuitif en ce moment. Et je sais pas, c'est peut-être l'habitude aussi. Je me prends quelques notes. Je pars d'une base d'un ancien patron qui a un peu la même construction. Fait que là, je sais comme un peu mes étapes sont déjà un peu écrites. Et j'ajuste tout simplement mes chiffres, puis mes détails, puis mes particularités du design que je suis en train de faire. Donc, je pars pas comme de rien dans mes notes. Parce que là, après ça, des fois, c'est difficile de se relire quand que j'ai juste écrit augmentation x8, puis comme égale 50 mailles. Puis après ça, j'écris 2 pouces. Puis là, quand je me relis, je sais pas de quoi je parle. Fait que ouais, c'est ça. Fait que des fois, je pars comme ça, mais des fois, je l'écris aussi tout d'avance. Mais après ça, pour le processus, ben là, c'est sûr que, comme je dis, il y a le long processus d'écriture, le long processus de gradation, de grader le patron. La partie que j'aime le moins, c'est tout ce qui est marketing, donc prendre des photos, mettre ça sur les réseaux, mettre ça sur les diverses plateformes, puis après ça, publier sur Ravelry, maintenant mon site web, envoyer une infolette, le mettre sur Instagram, le faire en story, le mettre... Bref, c'est vraiment long, tout ça. Puis aussi tout le processus du testnet, hein, donc remplir le formulaire d'un testnet pour les testeurs. Après ça, tout sélectionner les personnes, envoyer le courriel avec le patron dedans. Fait que c'est du long processus, là, en toute honnêteté, là. Puis, je sais que des fois, vous aimez des patrons, puis que c'est comme « Ah, c'est quand tu le sors et tout, mais... » C'est vraiment un long processus, tout ça, et puis il faut que je le fasse tester. Et les testeuses ne tricotent pas un chandail en une semaine, donc j'ai vraiment un délai finalement pour que les testeuses tricotent le chandail. Hein? Puis tu sais, c'est vraiment du bénévolat, là, tester un chandail. Donc moi, je suis pas là pour pousser personne, puis obliger personne non plus à tricoter et se sentir poussée et pressée de le faire. Hein? Donc je suis très, je pense, respectueuse envers mes testeuses et c'est ça, il faut laisser du temps pour que ça se fasse, tout simplement. Donc, c'est sûr que les délais normaux du tricot à produit fini, ça peut prendre de 6 mois à 8 mois à 1 an. Et puis, des fois, moi, j'ai des idées qui me germent déjà dans la tête depuis 1 an. Puis, fait que finalement, ça prend 2-3 ans là, avant que ça sorte, le produit fini. Donc, ouais. Où trouves-tu tes inspirations pour le design tricot? C'est dur de vraiment mettre le point sur mes inspirations. Des fois, c'est juste comme oh, tel mélange de couleurs. J'ai vu ça sur Pinterest ou Instagram. Oh, ça m'appelle, ça me titille de mélanger ces 2 couleurs-là ensemble. Je trouve ça vraiment magnifique. J'aimerais ça faire un chandail de cette couleur-là. Ou oh, telle construction, oh c'est le fun, il y a un petit détail ici là sur tel, je sais pas, comment dire. Récemment j'ai fait un chandail en half fisherman ribs et j'avais vu justement un chandail sur Pinterest qui était dans cette texture-là, puis j'avais déjà fait des trucs dans cette texture-là, mais j'étais comme ah oui, ça serait beau de refaire un chandail dans cette texture. Donc des fois ça peut être, c'est ça, simplement quelque chose comme ça. Ou
un besoin particulier de « Oh, j'aimerais bien avoir une veste dans ma garde-robe pour porter avec X autres éléments de ma garde-robe ou j'aimerais un cardigan. » Donc des fois, ça vient d'un besoin. Quoique, tu sais, des besoins en tricot, c'est pas comme si ma garde-robe était pas déjà pleine de tricot. C'est des besoins, j'en ai comme plus tant, mais plus un besoin esthétique de ah, j'aimerais bien avoir un nouveau cardigan, telle couleur pour le printemps qui serait de telle construction, enfin bref. Je m'inspire aussi parfois de séries télé, des choses que je vois, comme justement dans une émission, ou des fois ça peut être des émissions plus vieilles qui proviennent plus de mon enfance, comme Friends, des choses comme ça. Ou ça peut être d'une série plus moderne, mais j'aime beaucoup aussi le look plutôt anglais, donc qui provient du UK. Je trouve souvent dans les séries anglophones, ben je vais pas dire anglophone dans le sens qui parle anglais, mais dans le sens vraiment des UK, là, de l'Angleterre. Je trouve ça vraiment inspirant comment les gens s'habillent en Angleterre. Je trouve ça toujours un peu funky puis original. Ben, dans les séries, en tout cas, là, je suis allée quelques fois en Angleterre, mais je peux pas dire que tout le monde s'habille comme ça, mais c'est vraiment loin du beige, là. Tu sais, on est vraiment toujours dans des couleurs très colorées, des mix de couleurs intéressants, des textures, des motifs. Fait que je dirais que, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, là, quand même. En termes d'inspiration, ce genre d'inspiration. Enfin, j'ai terminé pour Instagram. J'avais aussi posé la question sur YouTube, donc j'avais une question qui est depuis combien de temps avais-tu l'idée de créer tes designs avant de te lancer? Est-ce que tu as appris sur le temps en observant les autres patrons ou est-ce que tu as un ou plusieurs livres auxquels tu te réfères? Fait que ça, j'ai un petit peu répondu au niveau des livres. Non, j'ai pas de livre de design nécessairement. Je vais plus à l'observation. Donc vraiment, oui, par les connaissances de mon tricot que j'ai fait. Hein, donc, on s'entend qu'un drop shoulder, j'en ai fait plus qu'un. Mais aussi par le visuel, dans le sens que si une coupe m'intéresse, que je vois quelque chose sur ben justement sur Pinterest ou peu importe, une série télé ou un sweatshirt, voyons, un chandail du commerce là, que quelqu'un a acheté et qui porte dans la série ou peu importe, ou même au magasin, ben la référence visuelle est quand même là. Hein. Quand on apprend à designer et à porter attention aux détails, on est rapidement capable de comprendre comment se font les choses. Puis, tu sais, même en partir d'une photo, on est capable de... Je dis pas que je serais capable de reposer exactement pareil et que ça donnerait exactement la même chose qu'un patron que je verrais seulement en photo, mais je serais capable de le reproduire parce que je serais capable de compter le nombre à peu près de rangs, si la photo est claire évidemment, puis quel genre de motif, quel genre de proportion, puis on est capable après ça de savoir à peu près, là, c'est ça, comment construire un chandail, juste avec un certain visuel. Puis des fois, ben, on l'adapte à notre physionomie, on l'essaye et tout, donc, ouais, je dirais que je sais même plus c'était quoi la question, mais je réponds comme ça. Puis depuis combien de temps avais-tu l'idée de créer tes designs? En fait, c'était pas que j'avais l'idée, c'est que depuis que je tricote, en fait, j'ai toujours un peu modifié puis mis à ma sauce les choses. Donc, à un moment donné, je me suis juste dit, ben, je vais le créer 100%. Fait que c'est un peu comme ça qu'est venu mon amour du design. Puis après ça, ton patron de tricot préféré de tous les temps, hors de mes designs, évidemment. Préféré, ben, ok, je vais y aller comme préféré fonctionnel du genre, je le porte presque à tous les jours et c'est mon préféré parce que je le mets tout le temps, parce que c'est mon pyjama. Et c'est le Marseille Sweater de Petite Knit. Je le porte juste tout le temps, je le trouve super confortable et je l'ai tricoté avec la Good Wool
de Pearl Solo et j'ai vraiment l'intention en fait de m'en retricoter un deuxième parce que là il est comme tout bluché, il y a comme 2 ans et demi, 3 ans ce chandail-là, je le mets tout le temps, puis il est un peu laid là, il y a du vécu. Donc j'ai vraiment l'intention de m'en refaire un autre, mais oui je dirais que c'est comme le chandail que je dors avec en fait, c'est comme... C'est ma doudou. Je le porte pas pour sortir vraiment ou aller travailler, mais c'est vraiment un bon chandail doudou. Et ensuite, quel pays rêves-tu de visiter? Je viens de parler des Shetland. Ça serait mon rêve d'aller visiter les Shetland, mais il y a tellement de pays que je rêve de visiter. J'y étais une grande voyageuse avant et c'est ça, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu de pays quand même, mais je dois dire que les pays d'Amérique du Sud m'attirent peut-être un peu moins. J'aime aller dans le sud, c'est comme au Mexique, mais je parle vraiment Brésil, Argentine et tout. Je sais pas, ça a l'air magnifique, mais c'est pas comme quelque chose que je ferais à moyen court terme, disons. J'aimerais ça un jour peut-être aller justement en Argentine ou quelque chose comme ça, mais sinon au niveau de l'Europe, je l'ai beaucoup fait. En fait, l'Europe, j'ai vraiment beaucoup fait l'Europe. Donc, les pays qui m'attiraient d'y retourner, ça serait le Portugal, parce que j'avais vraiment aimé. J'y retournerai en Italie juste pour manger, non-stop. Genre, mon but, c'est de prendre du livre. Après ça, j'irai, comme je dis, au Shetland. Je retournerai en Écosse. J'adore l'Écosse. J'adore l'Écosse. Et sinon, j'aimerais bien un jour faire... Dubrovnik, la Croatie, la Serbie, peut-être faire un petit peu, c'est ça, c'est cette zone de la Méditerranée. Peut-être aussi la Turquie. Ouais. Sinon, le nord de l'Afrique, peut-être. J'aimerais... En fait, c'est que ça me fait un peu peur. Ah, je sais pas, ma belle-mère, elle vient d'Égypte, puis c'était comme... Oui, mais non, tu sais. Fait que je sais pas. Peut-être que le Maroc serait bien. Sinon, ben c'est sûr que l'Asie m'attire beaucoup. J'aimerais bien retourner à Taïwan et faire le Japon du même coup. Peut-être un jour. Mais c'est sûr que les voyages, ça coûte cher et c'est vraiment pas dans mes plans budgétaires du moment. On a beaucoup de choses à faire sur la maison encore. Et c'est ça coûte très cher. Donc avec le coût de la vie, voilà. Et es-tu attiré par un autre art du fil? Ben le filage, assurément. Et la broderie, je trouve ça magnifique. C'est sûr qu'un jour j'aimerais broder. Mais mon Dieu que je n'ai pas le temps pour ça. Peut-être un jour. Je me vois vieille en train de faire de la broderie. Ouais. Ensuite, que fais-tu pour éviter que le rouge t'éteigne lorsque tu fais tremper les vêtements? Des gens utilisent une genre de feuille assouplissante. Je sais pas, ça se peut. Moi, je fais rien. Moi, je fais rien. J'ai pas trop de réponse à ça, en fait. Parce que j'ai rarement fait des chandails que c'était comme du rouge avec du blanc à côté ou quelque chose comme ça. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner, en fait, c'est de carrément faire un échantillon. Donc, de faire un échantillon avec les deux couleurs et voir si le rouge déteint. Et s'il dégorge beaucoup, ben là, peut-être considérer changer de rouge ou de... Je sais pas, je sais qu'il existe quelque chose, mais je n'avais jamais essayé. Donc, je peux pas donner mon stamp of approve. Puis, fais-tu toujours un échantillon lorsque tu fais une tuque? Non. Non, madame. Je fais jamais d'échantillon quand je fais une tuque. Honnêtement, je me dis, c'est une tuque, en tant que telle, mon projet, c'est mon échantillon. Je l'essaye, en fait. Après avoir tricoté comme quelques... Ben, je l'essaye, puis après ça, ben, ça marche ou ça marche pas. Simplement. Si ça me fait pas... Si c'est trop grand, ça va faire mon chum. Si c'est trop petit, ça va faire ma fille. Fait que, rendu là. Mais je tricote des tuques comme une fois par année. Là. Fait que c'est pas vraiment...
c'est pas vraiment les projets que je fais souvent. Après, aucun lien avec le tricot, mais tes tatous, que représentent-ils pour toi? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vraiment beaucoup de tatous. Donc, ça ne paraît pas. Mais je dois avoir une dizaine de tatous. Donc, je me dénuderai pas, là, je commencerai pas à vous montrer ça. Mais ici, j'ai une feuille fleur de thé, donc un Camellia sinensis qu'on appelle. Donc ça, c'est pour mon amour du thé. Donc, je suis une fan, vraiment fan de thé. Donc, mais pas de thé, pas de thé en poche. Et pas de thé de McDo et de Tim Hortons, là. Du vrai thé en feuille. Donc, j'adore le thé. Et d'ailleurs, je suis allée à Taïwan pour boire du bon thé. Parce que les meilleurs thés sont à Taïwan. Et vous pouvez me contredire, mais vous ne changerez pas mon avis. Et j'ai également ici une petite feuille de lavande. Vraiment, la lavande, c'est la fleur que j'adore le plus. Je trouve que ça sent tellement bon. Si une place que j'habiterais, ça serait en Provence, à travers un champ de lavande. Mais vraiment, ça en fait, c'était un petit tatou coup de tête avec des amis quand on était aux États-Unis. On s'est juste toutes fait tatouer ensemble, le même tatou. Ensuite, j'ai tout le dos tatoué et j'ai dans mon dos plusieurs œuvres, on va dire, d'un de mes ex, en fait. Parce qu'un de mes ex était un artiste qui est maintenant tatoueur, en fait. Et qui avait dessiné pour moi une pieuvre et une méduse. Et je les ai de tatouer dans le dos avec d'autres choses autour et tout, là. Mais moi, j'adore le monde marin. J'adore vraiment... en fait, les pieuvres et les méduses, ça me fascine. La pieuvre, c'est une créature qui est tellement intelligente et qui est comme un être sensible, en fait. Et j'adore les pieuvres. Puis, c'est comme un peu... je trouve la texture, en fait, d'une pieuvre et d'une méduse quand ça flotte dans l'eau, comme vraiment mythique. C'est vraiment... ça... c'est calmant, c'est zen. J'adore. Donc, j'ai ça de tatouer dans le dos. Et sinon, peut-être que je suis capable de vous montrer celle-là. Oh. Au niveau de mon bras, j'ai un moucha. Donc, Alphonse Mucha, qui est un artiste tchèque de l'art nouveau. Donc, c'est en fait un des fondateurs, on va dire fondateur, pas que c'est nécessairement officiel qui s'est déclaré le fondateur, mais un des premiers à faire vraiment de l'art nouveau. Donc, de l'art nouveau, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'art très organique, très qui se voulait aussi très publicitaire, dans le sens où c'était vraiment utilisé beaucoup pour faire de la publicité, par exemple une pub de cigarettes et qui était très qui a été utilisé, comment dire, un peu dans le quotidien, là, qui n'était pas nécessairement juste dans les musées des beaux-arts et tout, là, tu sais, c'est comme Moucha a fait des publicités là, pour des cigarettes, tout, il a fait des objets de tous les jours, par exemple, des décorations de, par exemple, un petit boîtier de maquillage ou de bijoux, avec un style art déco, il y avait du mobilier qui était style art déco, art nouveau, très organique, travaillé, qui est très... c'est ça, organique, naturel, on dirait des branches là, qui se tortillent. C'est probablement de l'art nouveau. Donc, c'est simplement un de mes artistes préférés. J'adore vraiment ce qu'il fait. Ça me représente beaucoup dans le style, d'ailleurs. Et voilà. Donc, c'est surtout des fois juste pour le visuel, en fait, que j'ai mes tatous. Il n'y a pas d'explication plus... sophistiqué que juste je trouve ça beau. Je pense que ça va être ça. Ça va être ça pour les questions. Donc je pense que ça doit faire 1 heure que je parle. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Un beau week-end de la Saint-Valentin. Et à la prochaine. Bye!